Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout avec la collaboration de votre web TV généraliste, la Matrix. Merci de regarder ce grand rendez-vous en rapport donc avec l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. C'est dans 48 heures que sera donc ouverte de façon officielle la campagne électorale. 8 candidats sur la ligne de départ. 48 heures avant cette ouverture officielle de la campagne, ces différents candidats occupent donc l'espace afin de pouvoir mettre en relief quelques idées forces de leurs différents projets de société qui seront bientôt connus de l'ensemble du collège électoral gabonais, mais surtout de l'ensemble des Gabonais, évidemment, qui accordent un intérêt particulier à cette élection présidentielle qui se déroule au Gabon dans un contexte d'exception, un contexte de transition. Politique, élection présidentielle inédite, c'est donc le thème principal de cette émission. Une élection présidentielle qui se déroule dans un contexte de transition, c'est déjà le fait inédit. Une élection présidentielle qui ne réunit que 8 candidats, finalement, que 8 candidats, tant les autres élections présidentielles organisées au Gabon depuis 1990 nous ont souvent donné lieu à des chaudes empoignades entre plusieurs candidats. Pour faire le point sur cette forte actualité, je reçois sur le plateau de cette émission présidentielle 2025, on vous dit tout, Jean-Christian Kombila, journaliste, analyste politique. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également Jonathan Tuntumgom, universitaire, docteur en géopolitique et en géostratégie. Monsieur Tuntumgom, bonsoir. Bonsoir. Merci donc à tous les deux d'être une fois de plus au rendez-vous de cette forte actualité en rapport avec l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Les 8 candidats sont sur le terrain pour certains, à l'exemple évidemment du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema qui était au nord de la capitale gabonaise, dans le premier arrondissement, dans le quartier Okala. Il a été au cœur du principal véhicule qui porte sa candidature, le Rassemblement des bâtisseurs, où il a échangé avec des acteurs politiques afin évidemment de leur expliquer sa vision, les points saillants de son projet de société. Autre candidat sur le terrain, Ninga Shining Zenaba, la seule femme d'ailleurs engagée dans cette élection présidentielle. Elle était dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, au quartier La Sorbonne, entretenir les populations de la commune de Libreville, de cette partie de la commune de Libreville, afin évidemment d'échanger sur, elle aussi, les idées forces de son projet de société qu'elle va soumettre à l'appréciation des populations gabonaises. Alors, l'inédit, évidemment, le fait de cette élection présidentielle 2025, on l'a dit déjà, c'est le fait qu'elle se déroule en période d'exception, dans une période de transition. Jonathan Tuntumgom. Bon, mais merci pour ce plateau une fois de plus sur l'émission On vous dit tout concernant l'élection présidentielle. C'est vous qui dites que c'est une élection qui se déroule dans un contexte inédit à cause de la transition. Bon, je me dis, l'exceptionnalité relève de ce qu'il y a eu un coup d'État, un coup de libération. Mais le Gabon a déjà connu une élection exceptionnelle. Nous avons connu, lors du décès d'Omar Bongo le 8 juin 2009, s'est ouverte une période de transition. Et cette période de transition a donné lieu à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée en août 2009. Et donc, de ce point de vue... Il semble qu'il y a eu remise à plat des institutions. Remise à plat des institutions. Voilà, le 2023, c'est vraiment un fait inédit au regard, déjà vous l'avez vous-même souligné, du fait que l'ancien régime a été déposé par les armes. L'ancien régime a été déposé, mais ce n'est pas la première fois que le Gabon connaît une période de transition. C'est ce que j'ai envie de dire. La première période de transition que nous avons connue a été celle de 2009 à la suite du décès d'Omar Bongo. Et la période de transition qui s'est ouverte avec un passage sans heurts du pouvoir, notamment avec la prestation de serment de Rose Francis Logombe le 10 juin 2009, alors que tout le monde redoutait des événements incontrôlés à la suite du décès d'Omar Bongo, mais il n'en était rien. Madame Marie-Madeleine Boranso, présidente de la Cour constitutionnelle,
à l'époque, avait fait en sorte que les institutions soient respectées avec la prestation de serment de Mme Rose Francine Rogombe, paix à son âme, et l'ouverture d'une période de transition de 30 jours d'abord, de 45 jours d'abord, et puis, compte tenu du cas de force majeure, on est allé jusqu'à 60-90 jours, et finalement l'élection, l'organisation d'une élection présidentielle tout aussi inédite en août 2009, avec l'avènement au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba devant les poids lourds de l'époque qui étaient Pierre Mamboundou Mamboundou de l'UPG, André Baobam qui était candidat indépendant. Voilà le caractère inédit que je voulais relever. Et encore plus cette élection, Jean-Christian Combina, du 12 avril prochain, parce que ce sera finalement la première fois que l'élection présidentielle au Gabon va se dérouler dans un contexte, on l'a dit, où les forces de défense et de sécurité sont à la tête du pays depuis plus d'une année maintenant. Oui, mais c'est ça qui donne justement à cette élection et de façon globale à ce contexte sociopolitique qui est le nôtre aujourd'hui un caractère inédit. C'est que la transition politique en voie de finition dans notre pays aujourd'hui diffère de celle de 2009 parce que la transition d'aujourd'hui est une transition militaire. Elle est consécutive au coup de libération qui a eu lieu le 30 août 2023. Et donc, on aurait pu penser, n'est-ce pas, que la transition politique... Pourquoi ça vous coupe? Pourquoi le mot coup d'État, on a l'impression que ça gêne quand on emploie... Non, mais c'est bien un coup d'État qui a été fait. C'est un coup d'État, oui, parce que les militaires ont déposé le régime qui était agonisant et qui était donc en place. Mais la particularité de ce coup d'État, c'est qu'il n'a pas donné lieu à une effusion de sang, ce qui diffère des autres coups d'État ailleurs. Il n'a pas donné lieu à une chasse aux sorcières des tenants de l'ordre ancien. Il n'a pas donné lieu non plus à des poursuites judiciaires, n'est-ce pas, intentées par ceux qui se sont installés au pouvoir contre ceux qui dirigeaient le pouvoir, ceux qui dirigeaient l'appareil d'État, n'est-ce pas, parfois au mépris des lois de la République et même en marge de la Constitution. Donc, cette élection que nous allons vivre le 12 avril prochain intervient dans un contexte inédit. Inédit parce que le coup d'État ou le coup de libération a plutôt été salué dans la ferveur patriotique par les populations. Il y a eu une forte adhésion, n'est-ce pas, des populations à ce coup de force et on a quand même été étonné d'observer, n'est-ce pas, que les partisans de l'ancien pouvoir n'ont jamais manifesté leur mécontentement. Il n'y a même pas eu une seule voix qui s'est élevée, même lorsque le président qui a été déposé a demandé à ses partisans de faire du bruit. Vous vous souvenez de cette expression « make noise », n'est-ce pas, qui n'a pas du tout été suivie ni par les militants de son ancien parti, ni par ses sympathisants, donc par aucun de ses partisans. Et donc l'élection de cette année intervient dans un contexte là aussi significatif, parce que vous vous souvenez que lors de l'élection de 2023, le contexte qui prévalait à cette époque-là était marqué par, j'allais dire, la fuite en avant de nombreux compatriotes qui partaient à l'étranger, par ceux qui quittaient la capitale pour aller... Le contexte anxiogène qui pesait sur... se réfugier à l'intérieur du pays. Donc il y avait un contexte vraiment anxiogène, comme vous le dites, qui entourait l'élection de 2023. Or, aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a une véritable quiétude. Le sentiment que nous avons, c'est que les populations, dans leur grande majorité, veulent participer, n'est-ce pas, à cette période historique que sera l'élection justement du 12 avril prochain. D'accord, on va évidemment aller dans le détail de ce contexte qui prévaut actuellement en rapport avec cette élection présidentielle du 12 avril prochain. Juste revenir sur le propos, un extrait de cette allocution, ce propos tenu par l'un des candidats, Alain Claude Bilibinze, ce 26
mars sur le caractère justement inédit de cette élection présidentielle. On revient derrière pour décrypter. À la question qui est posée à notre pays aujourd'hui. La question, elle est simple. Il ne s'agit pas uniquement de choisir celui d'entre les Gabonaises et les Gabonais qui doit conduire au destin de la nation pour les 7 prochaines années. Il s'agit en réalité d'un choix profond, d'un choix de société, d'un choix qui pose une question fondamentale. Quel Gabon voulons-nous pour nous-mêmes et pour nos enfants? Cette campagne ne ressemblera pas à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Il ne s'agit pas de se situer dans une continuité. Et notre action déterminée va être de mettre un terme à cette velléité d'une usurpation, de se substituer à ce que les Gabonais. Voilà, Jonathan Toutoum, comme vous venez d'écouter cet extrait-là du propos d'Alain-Claude Billy-Bilzé qui dit « Il ne s'agit pas de nous situer dans la continuité, il se présente comme étant peut-être celui qui incarne le mieux la rupture d'avec l'ordre ancien. » Est-ce qu'on peut le croire au regard de ce qu'il a représenté jusque-là dans l'ancien régime? Bon, il est peut-être permis à tout un chacun de pouvoir changer d'avis, mais ce changement d'avis doit être diversement apprécié par ceux à qui on s'adresse. Et je pense qu'Alain-Claude Billy-Bilzé s'adresse ici aux Gabonais, à qui il propose une certaine rupture. Mais il faut donc se poser la question si, aujourd'hui, les Gabonais peuvent croire en Alain-Claude Billy-Bilzé dans sa proposition de rupture. Je pense que jusque-là, moi je l'avais déjà dit, c'est que Alain-Claude a un problème du message et du messager. Son message peut être audible, mais le messager, l'image du messager a l'air de ne pas passer auprès de l'opinion, si tant est que les souvenirs sont encore saillants, les souvenirs sont encore frais, et du coup, les Gabonais restent dubitatifs afin de savoir si effectivement Alain-Claude Billy-Bilzé est quelqu'un qui peut incarner aujourd'hui la rupture. Je pense que la période est encore très courte. Peut-être qu'on attendra de le voir dans les actes qu'il posera ou dans le discours qu'il donnera tout au long de sa campagne, les axes de son projet de société, les détails de son projet de gouvernement. Mais en toute âme et conscience, je pense que, très honnêtement, à entendre les Gabonais, ce n'est pas un jugement de valeur que je porte en le disant. Je n'insulte personne, je ne désavoue personne, mais je reconnais en interrogeant les Gabonais que M. Alain-Claude Billy-Bilzé a encore du chemin à faire pour pouvoir être cru, pour pouvoir passer dans l'opinion comme quelqu'un qui pourrait incarner la rupture d'avec l'ancien régime. Alors, dans ce contexte-là, Jean-Christian Kobila, Alain-Claude Billy-Bilzé, Stéphane Germain Lokobusengi, Brice Clotaire Oligui Nguema sont présentés comme étant des candidats qui ont eu à collaborer avec l'ancien régime ou qui ont été dans l'ancien régime. Alain-Claude Billy-Bilzé présente d'ailleurs Brice Clotaire Oligui Nguema comme étant un enfant du palais, parce que au regard des fonctions qu'il a occupées dans la garde républicaine, Stéphane Germain Lokobusengi a été conseiller
porte-parole, conseiller du distingué camarade président Ali Bongo, donc président du PDG et porte-parole du Parti démocratique gabonais, donc à un poste assez important dans la structure d'un ancien parti au pouvoir. Alain-Claude Bilibide lui-même a été un haut cadre, haut dignitaire du PDG, jusqu'à occuper les fonctions de Premier ministre de la République, porte-parole d'Ali Bongo Ondimba, notamment lors de la présidentielle de 2016. Est-ce que ce discours qui est mis en relief, c'est pour créer la confusion, le flou? Déjà, M. Pambo, permettez que je me présente ici sur ce plateau de télévision comme étant le coordonnateur général du groupe de réflexion qui rassemble des journalistes d'expérience, n'est-ce pas, dénommés les témoins de l'histoire. Et en tant que témoin de l'histoire, je salue justement le fait que M. Bilier Bizet et M. Iloko Stéphane soient candidats à cette élection présidentielle. Voyez-vous, eux, en tant qu'anciens PDGistes, en tant que figure marquante du PDG, si leur candidature n'avait pas été validée par les organes de la transition en charge de ce processus-là, on aurait eu en fait un non-débat politique au cours de cette élection. Parce qu'il faut le reconnaître, le bilan, n'est-ce pas, du régime déchu est ici symbolisé, n'est-ce pas, par M. Alain-Claude Billier-Bizet et M. Iloko Bouchengi Stéphane, qui jusqu'à une date récente cheminaient ensemble, n'est-ce pas, dans la perspective de cette élection-là. Donc, le candidat qui, selon moi, incarne la rupture dans cette élection, c'est le candidat du Rassemblement des bâtisseurs, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Il n'a jamais appartenu à une formation politique et le dire n'est pas du tout beauté en touche ou raconter des histoires. C'est un militaire, c'est un officier général des forces de sécurité et de défense qui, par sa profession, n'est-ce pas, n'était pas admis à faire de la politique. Et donc, est-ce que pour avoir été aide de camp, c'est comme ça qu'il est présenté par ses adversaires politiques, est-ce que le fait d'avoir été aide de camp du feu président Omar Bongo Ondimba fait de lui un homme du système, ayant été un rouage essentiel dans le système? Un rouage essentiel dans le système, je dirais non. Il était aide de camp du président Omar Bongo Ondimba. Il a ensuite été envoyé comme attaché militaire de défense au Sénégal. Il est revenu comme commandant en chef de la garde républicaine, mais ça ne fait pas de lui un acteur politique. C'est un officier général qui était au service de l'État, au service des institutions de l'État. Maintenant, aujourd'hui, il a été avec ses frères d'armes, n'est-ce pas, à l'origine du coup de force qui s'est déroulé en 2023. Aujourd'hui, il est président de la transition, mais candidat déclaré à l'élection présidentielle. Il a face à lui l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, son ancien porte-parole et ancien ministre des Affaires étrangères. Et puis, il a également en face de lui l'ancien porte-parole du PDG, n'est-ce pas, même si aujourd'hui, il ne se présente pas à cette élection sous la bannière de l'ancien parti unique, mais il symbolise, n'est-ce pas, l'existence de ce parti-là. Donc, eux ne peuvent pas revendiquer, n'est-ce pas, le droit à la rupture, mais bien que nous soyons dans un pays de liberté d'expression acquise constitutionnellement, le candidat de la rupture ici, c'est le général Brice Clotaire Oligui Nguema, bien qu'il pratique l'inclusivité et qu'au sein de son gouvernement, il y a 5 PDGistes qui y figurent, mais celui qui doit parler de la rupture, ce n'est pas du tout Alain-Claude Billier-Bizet, bien au contraire. Le fait que M. Bouchengi, Iloko Bouchengi Stéphane et lui, son candidat, n'est-ce pas, donne là la possibilité d'avoir un vrai débat sur à la fois ce qui a été fait avant sous Ali Bongo Ondimba et dont et pourquoi ils sont et pour lequel ils sont comptables, n'est-ce pas? Et en face, il y a une projection vers l'avenir qui est incarnée par le candidat du Rassemblement des bâtisseurs. Et donc là, on aura enfin un vrai débat entre le futur et le passé. Eux incarnent le passé et le général Brice Clotaire Oligui Nguema, lui, il incarne l'avenir. Le dire, ce n'est pas du tout faire montre de mauvaise foi. Bien au contraire, il faut pouvoir assumer son passé, il faut pouvoir assumer
n'est-ce pas, l'héritage d'Ali Bongo et ceux qui peuvent et qui doivent, n'est-ce pas, répondre de cet héritage, ce sont les anciens PDGistes. Oui, je pense que lorsqu'on regarde l'histoire du Gabon, notamment l'histoire des élections présidentielles post-conférence nationale, il faut dire qu'en matière de rupture, il est parfois difficile d'avoir une classe d'hommes politiques qui soit apparue de manière spontanée. Il n'y a pas de génération spontanée en politique. Tous ceux qui sont candidats aujourd'hui, en dehors de la jeune Ninga Chaning et puis Axel Stoffen, Ibinga, et puis Joseph Lapensée, qui sont tout à fait de nouvelles figures. Mais vous retiendrez qu'à chaque fois qu'il y a élection présidentielle au Gabon, ceux qui ont été des candidats les plus en vue ont appartenu à l'ancien système. Vous prendrez l'exemple de l'élection, si nous enlevons l'élection présidentielle, on ne peut même pas l'enlever, en 1993, vous avez quand même des candidats comme les Jules Aristide Bourdès Ogouligende, les Marc Saturnin Nangema et bien d'autres qui ont fait chemin avec Omar Bongo. Si vous prenez l'élection présidentielle de 1998, en dehors de Pierre Mamboundou, mais vous avez aussi, et Paul Babessolo en 98, vous avez aussi des gens qui ont appartenu à l'ancien régime. Si vous prenez 2005, bon, les deux candidats majeurs ont été Omar Bongo et Pierre Mamboundou, mais dès que vous amorcez la période de transition, la première période de transition en 2009, vous avez quand même deux candidats majeurs, mais qui sortent de l'écurie du Parti démocratique gabonais. Il y a d'un côté Ali Bongo, qui a gardé l'étiquette de PDGiste, il y a de l'autre côté André Mbaobam, et puis avant que le fait consensuel ne soit établi, il y avait Jean Yegendon, il y avait Casimir Oyemba, il y avait quasiment 3-4 hiérarques du PDG qui devaient se présenter à cette élection. Il y avait même eu Christian Bitouga, Daniel Onaondo, qui était candidat à la candidature. Donc, de ce point de vue, dès que vous quittez en 2016, après 2009, c'est quand même Jean Ping qui a été président de la Commission de l'Union africaine, qui a été président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout cela grâce à l'appareil qu'a créé Omar Bongo, le PDG. Oui, mais quand on revient, Jonathan Totongom, quand on revient à la marge de manœuvre justement de ces candidats, la responsabilité dans la gestion des affaires de l'État, quelle était la marge de manœuvre, la responsabilité du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema comparativement à celle d'Alain-Claude Bilimizé, par exemple? Je n'étais pas encore arrivé à ce niveau. Je voulais vous montrer qu'en dehors de l'élection que nous aurons dans quelques jours ou dans quelques semaines, la plupart des élections, sur le plan historique, on a toujours vu des gens qui appartenaient à l'ancien système, mais qui se sont dressés contre ce système-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si nous prenons le domaine de la technologie, il n'y a que celui qui a contribué à la fabrication d'une machine qui soit capable de la démonter. Si vous faites partie du problème, vous faites partie de la solution, avec coutume de dire André Mbaobam. Et même le président Oligui l'a dit, c'est que si, pour défaire un système, il faut avoir appartenu au système. C'est le président Oligui qui l'a dit. Donc, de ce point de vue, je pense que la rupture tant recherchée n'est pas tout à fait très utile pour le Gabon, en ce que nous n'allons pas créer une nouvelle génération d'hommes politiques. D'une manière ou d'une autre, nous aurons toujours certains acteurs qui ont flirté à un moment donné ou à un autre avec l'ancien système. Mais maintenant, ce qui compte, c'est l'exceptionnalité que nous avons, c'est que cette fois-ci, c'est un militaire, mais qui a dû remettre son treillis pour le costume, et donc qui peut se présenter comme étant quelqu'un qui incarne la rupture à partir du moment où lui, il a mis fin à un système qui était jusque-là le système de plusieurs acteurs politiques du Gabon. Et donc, de ce point de vue, le plus important aujourd'hui, c'est que les différents candidats nous fassent voir ce qu'ils proposent aux Gabonais, notamment en termes de
projet de société, de programme de gouvernement. Je m'insurge et je me suis insurgé hier sur ce plateau contre ceux qui ont pensé qu'il fallait rompre, par exemple, avec certains pays amis, notamment ceux qui prônent la rupture totale avec la France. Je dis c'est une attitude irresponsable dans l'ordre d'évolution des États. On ne peut pas avoir un État qui soit de nature à se couper de toutes les relations, de toutes ces relations historiques. Ce genre de rupture-là, je pense que moi, je me demande à voir et je reste dubitatif. Alors, cette élection présidentielle prévue le 12 avril prochain met également en évidence un autre fait qu'on peut analyser pour essayer de comprendre. Est-ce que c'est la nouvelle architecture dessinée, mise en relief par le comité de transition et de la restauration des institutions avec la collaboration de l'ensemble de forces vives de la nation, notamment en ce qui concerne la Constitution de la République et le code électoral, qui peut expliquer cela? C'est que quand on part de 1993 en termes de participation du nombre de candidats à l'élection présidentielle, on est étonné de voir que cette élection ne nous donne qu'une compétition qui va opposer que 8 candidats. En 93, ils étaient, je pense, 13 candidats. En 2016, par exemple, 2009, ils étaient 23 au départ, avant qu'il y ait contraction. Voilà. En 2016, 19 candidats, je pense. 2023, 19 également, avant qu'il y ait de coalition. Alors, qu'est-ce qui explique est-ce que c'est le fait qu'on ait durci le code électoral? Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, on ne se retrouve qu'avec 8 candidats? Il y a aussi à prendre en compte les modalités et les conditions de participation à l'élection. Il y a des frais qui sont exigés, n'est-ce pas, dont le montant aujourd'hui, la caution, participative s'élève aujourd'hui à 30 millions de francs. C'est de nature à décourager les aventuriers, parce que aujourd'hui notre pays sort d'une longue période de politique politicienne. Le CTRI, en arrivant au pouvoir, a impulsé une nouvelle dynamique, celle de la rupture avec les pratiques politiques anciennes, celle de la rupture avec la corruption, celle de la rupture avec une certaine conception théoricienne de la politique. Et donc, après 18 mois, n'est-ce pas, aux affaires, le CTRI a montré qu'on peut parfaitement construire ce pays, on peut impulser une nouvelle dynamique de transformation socio-économique du pays. Et donc, sans doute que les partis politiques, et vous observez aujourd'hui la frilosité, n'est-ce pas, qui anime les partis politiques ou qui a animé les partis politiques à investir des candidats. Même le PDG, qui est présenté comme le parti éléphant, n'est-ce pas, n'a pas investi officiellement un candidat à cette élection présidentielle. Donc c'est sans doute parce que la donne contextuelle a changé, c'est sans doute aussi parce que les dynamiques autour de la participation à cette élection ont changé et que le CTRI a impulsé cette nouvelle dynamique qui a suscité l'adhésion des populations en termes de rupture des comportements, rupture des pratiques politiques, rupture de cette conception théoricienne de la politique. Et donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, les partis politiques ont compris qu'ils ont été, n'est-ce pas, battus sur leur propre terrain, celui de la structuration, n'est-ce pas, de l'opinion publique. L'opinion publique, aujourd'hui, est satisfaite de voir qu'il y a des routes, elle est satisfaite de voir que les retraités perçoivent leurs pensions, que les bourses ont été rétablies, que les infrastructures socio-économiques de base qui ont longtemps fait défaut sur l'ensemble du territoire sont visibles. Et donc, face à un tel bilan, les partis politiques ont compris que s'ils allaient à cette compétition face aux candidats du Rassemblement des bâtisseurs, vraiment, ils n'auraient rien à proposer.
et que finalement, le général Brice Clotaire Oligui Nguema arrive à cette élection avec un bilan élogieux, un bilan qui suscite là aussi l'enthousiasme populaire et l'adhésion de toutes les forces vives de la nation. On le voit seulement les soirs au siège du Rassemblement du Bâtisseur, lorsqu'on voit toutes ces associations et même ces partis politiques-là qui aujourd'hui auraient pu... Moi, je fais partie du groupe de réflexion Témoins de l'Histoire. En tant que journaliste ancien, nous avons décidé de prendre position pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema et d'appeler tous ceux qui croient en la liberté d'expression, n'est-ce pas, à venir avec nous pour pouvoir justement soutenir ces efforts de libéralisation de la parole et justement d'aide essentielle à porter justement aux médias privés que sont les journaux et Jonathan les Totengom, télévisions. Sur ce nombre de candidats, 8, très en deçà de ce qu'on a eu coutume de voir depuis 1993. Non, oui. L'observation qu'on peut faire ici, c'est qu'au fur et à mesure que le processus de construction démocratique du Gabon avance, l'élection présidentielle connaît une diminution du nombre de candidats et au fur et à mesure. Est-ce que ça cause des modalités dont on a parlé Jean-Christian tout à l'heure? Les modalités, ce n'est pas par rapport au CTRI, mais il faut relever un fait majeur, c'est qu'un dialogue inclusif, un dialogue national inclusif a été convoqué par le CTRI et le président Oligui Nguema pour permettre aux Gabonais de parler, de dessiner de nouveaux contours institutionnels de leur pays. Et je pense que c'est au cours de ce dialogue que les Gabonais avaient compris et avaient décidé que l'élection présidentielle n'était pas un jeu et qu'il fallait revoir les conditions de poser sa candidature à cette élection. Il y a eu, par exemple, les modalités par rapport à l'âge, où on a décidé, lors du dialogue d'Agonje, que ceux qui ont dépassé 70 ans ne peuvent plus se présenter. Ça a été une des phases de pouvoir élaguer un trop-plein de candidats. Mais en même temps, il y a eu d'autres conditionnalités, qu'il fallait être marié, qu'il fallait être gabonais, issus de parents eux-mêmes gabonais à leur tour. Et donc, de ce point de vue, je pense que là aussi, ça a participé. Ce sont des verrous qu'on a mis. Ce sont des verrous qu'on a mis. Et toute élection présidentielle dans chaque pays a ce genre de verrous, a ce genre de conditions. Mais aussi, le fait relevé par Jean-Christian tout à l'heure, c'est le montant qu'il faut débourser pour pouvoir participer à cette élection. Parce qu'il va quand même falloir réfléchir par 2 fois avant d'engager ces 30 millions de francs CFA, si tant est qu'on les a dans un compte. Donc, de ce point de vue, je pense que ces conditions exigées par la Constitution et le nouveau code électoral ont fait en sorte qu'il y ait de plus en plus des Gabonais qui hésitent à pouvoir se présenter à cette élection. Mais il y a aussi le fait que les partis politiques, à un moment donné, avec les recommandations qui ont été faites pendant le dialogue d'Agonje, ces partis politiques, avant de se mouvoir, attendaient quand même la nouvelle loi les concernant. Et donc, personne n'a osé jusque-là repartir sur le terrain parce qu'on ne savait pas s'ils allaient disparaître ou pas. Rien qu'avec la condition de pouvoir atteindre 18 000 militants, ça a beaucoup freiné un certain nombre de partis politiques à pouvoir se mouvoir sur le terrain. Mais il y a aussi le fait que l'offre politique a beaucoup joué au niveau des partis politiques. Parce que la plupart des partis politiques, surtout du côté de l'opposition, la seule offre politique que ces partis politiques brandissaient, c'était le départ des Bongo. Donc c'était le départ de Bongo et ça constituait en soi un élément de stratégie politique, un élément d'idéologie. Et donc chaque parti ou chaque opposant allait dire oui, ça fait longtemps que les Bongos sont là, nous on veut faire partie des Bongos. Cette offre politique passait un temps soit peu auprès de l'opinion. Mais maintenant que le général Oligui et le CTRI ont mis fin au pouvoir des Bongos, il faut pour ces partis-là se construire une nouvelle offre politique basée cette fois sur des vraies idées, sur des idées à proposer aux Gabonais. Et donc voilà un ensemble
de points qui ont fait en sorte que, qui ont milité à ce que cette élection ait moins de candidats que ce que nous avons connu d'habitude. Mais on a quand même une brochette de 3-4 nouvelles figures, ce qui est bien pour le landerneau politique national. Et nous pensons qu'à l'avenir, bon, on ne décrète pas le renouvellement de la classe politique. Il faudrait que ces jeunes fassent leur classe au sein des partis politiques. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui rêve d'un avenir politique se présente directement à l'élection présidentielle sans avoir fait ses classes au niveau du militantisme dans un parti, sans avoir acquis une certaine culture politique. Dès qu'on crée un parti, on veut être candidat à l'élection présidentielle, on veut gagner cette élection, quelle que soit la taille de son parti. Cette espèce d'inconstance aussi gêne beaucoup l'évolution du paysage politique national. Alors, il y a un autre fait qu'on peut considérer comme étant un fait inédit en rapport avec cette élection présidentielle qui aura lieu le 12 avril 2025, c'est que les élections depuis 1993 ont souvent mis au devant de la scène deux camps, on va dire, clairement identifiés. En 1993, les deux principaux candidats étaient Omar Bongo et le père Paul-Mba Bessolo. En 1998, Omar Bongo, Pierre Mambundu. En 2005, Omar Bongo, Pierre Mambundu. En 2009, Ali Bongo, Mbaobam, dans une moindre mesure Mambundu. En 2016, Ali Bongo, Jean Ping, soutenu par une forte coalition. Et en 2023, Ali Bongo, Ondo Ossa, soutenu par une forte coalition. Là, on est dans un autre contexte où on a le candidat qui jouit d'une forte adhésion populaire soutenue par le peuple dans sa globalité. Au regard de ce qu'on observe sur le terrain, Brice Clotaire, Oligui Nguema et les autres, on a l'impression même qu'il est seul au monde. Oui, M. Pambo, tout à l'heure, vous avez parfaitement structuré l'évolution du processus démocratique en lien avec l'organisation des élections présidentielles dans notre pays. Vous remarquerez que ce fut le duel Mba Bessolo, Omar Bongo ou Pierre Mambundu, Omar Bongo. Il y avait à cette époque-là des partis politiques dont la structuration montrait bien que c'était des partis présidentiels. C'était des partis qui avaient été construits autour d'une forte personnalité qui portait le titre de président et qui avait clairement l'ambition de devenir président de la République. Et donc, aujourd'hui, après la disparition de ces figures emblématiques de la vie politique nationale, on constate bien que un parti politique comme le PDG, qui a été construit essentiellement pour maintenir Omar Bongo au pouvoir, n'est-ce pas, et pour la conservation du pouvoir par cet appareil politique-là, aujourd'hui hésite à investir un candidat. Parce qu'en effet, le parti a été essentiellement structuré autour de la personne d'Omar Bongo. Et donc, du candidat naturel. Donc, ce qui reste du parti est quasiment une sorte de coquille vide. Et on l'a vu en 2009, après la mort du président, les principales figures, n'est-ce pas, inspiratrices de la pensée et de l'idéologie du parti ont fini par quitter le navire. Et le navire n'est devenu en fait qu'une simple coquille vide, n'est-ce pas, une sorte de fonds de commerce. Et on le voit aujourd'hui, le parti ne peut pas investir un candidat à l'élection présidentielle. Et donc le parti, après la mort de Omar Bongo, est allé a vécu un cycle de démission en cascade, n'est-ce pas, au fur et à mesure que l'on avançait dans le temps. Donc aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que les partis politiques structurés autour d'une forte personnalité n'ont quasiment plus droit de cité dans notre pays. Et vous verrez que même en 2023, le candidat Ondo Ossa lui-même n'était pas issu d'un appareil politique. Et donc, l'auréole personnelle de ce candidat était telle que les partis politiques qui n'avaient pas de personnalité politique véritablement
emblématiques, n'est-ce pas, ont été presque contraintes de l'investir. Et donc cette année, aujourd'hui, en 2025, on assiste là aussi à la disparition pratiquement des partis politiques. Et c'est donc, vous verrez que le général Oligui Nguema n'a pas de parti politique. Didier Bizet, bien que PDGiste Bontin ne se présente pas sous la bannière du parti politique, du PDG. Mais il n'y est plus dans le PDG. Il a même démissionné du PDG. Stéphanie Loco n'est plus non plus représentatif d'un parti politique. Donc, en fait, aujourd'hui, l'élection présidentielle est pratiquement structurée autour de la société civile. Et donc, on a, et d'ailleurs, l'une des résolutions fortes de du dernier dialogue national inclusif a été, n'est-ce pas, de faire de la société civile, n'est-ce pas, une actrice majeure désormais de la vie politique et du processus démocratique et Jonathan dans notre pays. Alors, dans cette configuration-là, qu'est-ce qui peut expliquer justement qu'on se retrouve dans ce contexte, dans cette configuration où Brice Clotaire Oligui Nguema semble être celui qui fait finalement l'unanimité quasiment auprès des populations? Est-ce que c'est le fait qu'il soit le président de la transition, porté par ses frères d'armes à la tête du comité pour la transition, la restauration des institutions, ayant fait le coup d'État, le coup de libération? Non, je pense que cette seule raison ne suffit pas. Il y a Jean-Christian qui a dit des choses intéressantes au sujet de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce n'est pas le seul fait qu'il soit militaire porté par ses frères d'armes. Sinon, on a vu des leaders politiques arriver au pouvoir par coup d'État et qui ont été chahutés par leur peuple. Donc, de ce point de vue, je pense que ce qui milite en faveur de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est d'abord l'adhésion populaire. C'est-à-dire, le peuple avait, disons, rêvait d'un Messie qui devait mettre un terme au pouvoir PDG, comme on dit trivialement, au pouvoir Bongo PDG. Donc, de ce point de vue, je pense que en prenant le risque dans sa vie, à travers ce qu'ils ont appelé un coup de libération, Brice Clotaire Oligui Nguema est entré définitivement dans le cœur des Gabonais. Et je vous l'avais dit hier, c'est que quand on prend la responsabilité de perpétrer un coup d'État, vous avez 3 destinations, sinon 4. La première destination, vous avez réussi votre coup d'État, vous êtes au pouvoir, comme il est en ce moment. La deuxième destination, vous avez manqué votre coup d'État. Vous pouvez fuir pour aller en exil. Mais la troisième destination, c'est qu'on vous attrape, vous êtes en prison. Et la pire des destinations, c'est être 2,50 m sous terre, parce que vous avez raté un coup d'État. Donc, il va falloir réfléchir par 2 fois lorsqu'on veut perpétrer un coup d'État. Et lui, ce risque-là, il l'a pris au péril de sa vie, au péril de la vie de ses frères d'armes qui l'ont accompagné, au péril même de la vie de sa famille. Et donc, de ce point de vue, les Gabonais restent reconnaissants. Et les Gabonais, quel que soit le cas, avec ou sans projet de société, doivent accorder à Brice Oligui Nguema cette prime, ce que j'appelle prime de risque, parce que c'est un véritable risque qu'il a pris. Donc, il est entré dans le cœur des Gabonais. Mais en plus, doublé de cela, c'est qu'il ne s'est pas contenté de diriger la transition en ne restaurant que les institutions ou en tentant de restaurer les institutions. Il a trouvé un pays en lambeaux, un pays difficile sur le plan socio-économique, et en 18 mois, il a montré des velléités de quelqu'un qui veut bien faire. On circule relativement mieux à Libreville aujourd'hui grâce à la réfection des voies secondaires. À l'intérieur du pays, les chantiers sont visibles partout au Gabon. Et je pense que les Gabonais sont reconnaissants de cela. Et c'est ce qui a douché aussi les partis politiques. Pour revenir aux partis politiques, il faut dire qu'au Gabon, comme Jean-Christian l'a dit, les partis politiques sont consubstantiels à leurs leaders. Les partis s'arriment à leurs leaders. Et les partis politiques survivent difficilement à la disparition de leurs leaders. Vous avez le RNB qui a été un parti puissant de l'opposition. Mais le fait que Paul Mbabesolo se soit retiré de la vie politique, ce parti est entré dans un sommeil. Depuis le RPG. Depuis le RPG. Vous avez le PGP, le Parti Gabonais du Progrès, de Maître Agonjo. Depuis que Maître Agonjo, malheureusement, nous a quittés, le PGP
n'existe que de nom. Vous avez un certain nombre de partis. Et l'UPG de Pierre Mamboundou aujourd'hui, c'est même scindé en deux. Une aile de membres, en 4-5 factions. Ben, vous avez le cas du PDG. C'est vrai que le PDG, c'est un parti de conservation du pouvoir, comme l'a dit Jean-Christian. Ce parti n'a pas été créé pour aller à la conquête du pouvoir. C'est un parti qui a été créé alors que les principaux leaders, notamment un d'eux, Omar Bongo, étaient déjà au pouvoir. Donc c'est un parti qui a développé les stratégies de conservation du pouvoir et non les stratégies de conquête du pouvoir. Et malgré le fait que Ali Bongo soit venu à la tête à la suite de son élection en 2009, mais on a quand même senti que le PDG manquait déjà de l'âme, que l'âme d'Omar Bongo manquait à ce parti. Et progressivement aujourd'hui, le PDG, qui plus encore, a perdu le pouvoir. Donc de ce point de vue, ces partis, et dont l'offre politique pour les partis d'opposition était le départ des Bongo, ces partis ont eu du mal à exister durant cette période de transition. Et donc, c'est ce qui donne l'image d'un Brice Clotaire Oligui Nguema qui navigue seul dans le fleuve politique du Gabon. Et je pense que sera confirmé le 12 avril prochain par son élection. Mais maintenant, il faudrait que cette élection soit propre. Pour moi, il ne faudrait pas que Brice soit élu avec un score soviétique. Ça peut décrédibiliser notre démocratie. Ah ouais, mais il faut savoir ce que vous voulez. Oui, non, je pense... Si vous partez de, dans les démocraties, de forte adhésion. Oui, mais si... une forte adhésion, ce serait d'abord un taux de participation élevé. Oui. Voilà. Un taux de participation élevé, il faut lutter contre l'abstention. Parce que ceci dit en passant, les Gabonais se sont détournés de la chose politique depuis plusieurs élections. Il faudra d'abord que ceux qui iront sur le terrain... Comment vous réussissez cette équation? L'équation, c'est-à-dire... Quand vous dites, vous pensez que ce serait peut-être pas bien qu'il soit élu à un score à la soviétique. Un score à la soviétique ne mais les gens se prononcent librement. Un score à la soviétique, c'est-à-dire 99,80% ou 98%, ce n'est pas très crédible pour une démocratie. On vous le dira. Mais un score de 70-65% avec un taux de participation élevé, ceci crédibilise la démocratie. Mais donc, à partir de ce moment-là, les partis politiques, les leaders politiques ont eu non seulement un problème d'offre politique, ont eu non seulement un problème par rapport aux conditionnalités décidées par, ou bien aux propositions, aux recommandations faites par le dialogue d'Agongé, mais aussi se sont trouvés confrontés aux réalisations de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et c'est là le véritable succès de cette transition, c'est-à-dire des réalisations dont on ne parle pas assez, mais que, je pense, les acteurs de la campagne électorale vont pouvoir mettre en avant pour dire 18 mois, voilà ce qui a été réalisé. Et donc, de ce point de vue, le peuple, par reconnaissance au risque pris par Brice Clotaire Oligui Nguema et aux réalisations déjà entamées, n'aura autre choix que de lui accorder sa confiance. Avant de mettre un terme à l'émission, évidemment, puisqu'il nous reste moins d'une dizaine de minutes, on fait un tour dans le Haut-Ogooué, plus précisément dans la ville de Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué, où on va joindre l'un de nos correspondants, Guy Madjoupa Sanguetaba, du côté de la régie. Je ne sais pas s'il est déjà prêt afin que nous puissions faire ce petit échange avec Guy Madjoupa Sanguetaba. Allô? Bonsoir Guy Madjoupa. Allô? Guy Madjoupa Sanguetaba, vous êtes en ligne, on vous écoute parfaitement. Bonsoir. On a du mal à le joindre. Est-ce qu'on peut continuer cet échange avec Guy Madjoupa Sanguetaba? Allô? Bonsoir. Bon, apparemment, il a du mal à m'entendre, Guy Madjoupa Sanguetaba. Oui, le temps que la régie règle ce petit souci, Jean-Christian Combina, vous voulez... Oui, je voulais dire un mot à la suite de M. Ntoutoumgom sur la lecture que l'on pourrait faire du triomphe du candidat Oligui Nguema le 12 avril prochain. Non, je ne pense pas qu'un score qualifié à la soviétique peut décrédibiliser le scrutin ou le triomphe engrangé par le candidat. On a vu que même dans les grandes démocraties, lorsque l'heure est grave,
les forces vives se rassemblent. Cette fois, les partis politiques, les associations et tout le peuple, n'est-ce pas, pour pouvoir élire de façon tout à fait éloquente le candidat. On l'a vu en France en 1900, il me semble, en 1995, lorsque le président Jacques Chirac devait affronter au second tour de l'élection présidentielle Jean-Marie Le Pen. C'est un cas exceptionnel. Le contexte était inédit en France. Car pour la première fois, Jean-Marie Le Pen arrivait et l'extrême droite arrivait au second tour de l'élection présidentielle. Et donc, à ce moment-là, n'est-ce pas, toutes les forces vives, tous les partis politiques, les journalistes, la presse et les médias, tout le monde s'est mobilisé pour faire élire le président Chirac. Il a donc été élu par un score qui pourrait être qualifié de soviétique dans un contexte inédit. Et donc, nous, témoins de l'histoire, nous sommes conscients de cette période qu'a vécue la France. Nous pensons que le contexte aussi au Gabon est inédit. Et dans ce contexte inédit-là, nous pensons, puisqu'il faut incarner la rupture, rupture avec les pratiques anciennes, rupture avec une certaine conception, n'est-ce pas, du service de l'État, nous pensons que toutes les forces vives doivent se mobiliser pour porter le général Brice Clotaire Oligui Nguema le 12 avril prochain à la tête de l'État. Et donc le score soviétique, si tant est que c'est un score soviétique qu'il va engranger dans les urnes, ne nous gênerait nullement. Est-ce qu'on a Nguema Dioupa Sangoetaba avant de mettre un terme à cette émission du côté de Franceville? L'ambiance pour l'heure... Allô? Oui, on vous écoute, Nguema Dioupa, bonsoir. Comment ça se passe du côté de Franceville? On est dans la phase de préparation, dans les différents états-majors, bien sûr. On note pour l'heure pas une activité importante au sein des partis politiques, mais en ce qui concerne le monde associatif, c'est là qu'il y a une de l'effervescence. Dans les différents états-majors, c'est l'organisation s'active pour que l'élection, ou du moins la phase de campagne, soit menée avec beaucoup de brio pour justement mener jusqu'à l'élection du 12 avril prochain. Ici, en ce qui concerne justement le tissu associatif, un peu partout, donc ce sont des réunions qui se succèdent. Cet après-midi, nous nous sommes retrouvés notamment du côté du premier arrondissement de la ville de Franceville, où ce sont les autochtones résidents de la capitale provinciale, donc Mansoukou, et qui se sont retrouvés pour peaufiner justement la phase de préparation. En dehors justement de ces notables des différents groupes ethniques résidents à Franceville, il y a également les jeunes de la capitale provinciale venant des 4 arrondissements. Ils ont mené une grande marche au cours de la journée pour dire leur soutien. Ils ont marché au centre-ville, une marche qui s'est soldée par une motion de soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Je le disais tout à l'heure, les partis politiques ne sont pas aussi présents sur le terrain dans cette phase préélectorale. Et justement, dans les départements, c'est pour l'heure l'organisation au sein de différentes commissions électorales locales, notamment dans le département de l'Ogooué-Létili, où récemment encore, les différents responsables devant constituer cette commission ont été donc mis en place, ou disons installés, pour entamer justement le travail d'organisation de cette élection dans les départements. Voilà l'ambiance qui règne dans la capitale provinciale Franceville, mais qui règne également dans les différents départements que compte la province du Haut-Togo et l'Esnel. Merci beaucoup, Nguema Dioupa Sangoetaba, pour ce point. Merci. On vous retrouvera certainement samedi, jour d'ouverture officielle de cette campagne électorale. Alors, 1 minute à chacun, en guise de conclusion, avant de mettre un terme à cette émission. Je vais commencer par vous, Jean-Christian Kombila. On est donc à 48 heures de l'ouverture officielle de la campagne électorale. On imagine 2 semaines de campagne au cours desquelles les 8 candidats vont tout donner. Oui, ça va être une campagne marathon qui va commencer samedi, on le pense. Et encore une fois, une campagne qui va être, de notre point de vue, essentiellement structurée et dominée autour et par les associations et la société civile. Notre confrère dans le Haut-Ogooué déplore le fait que les partis politiques sont invisibles, mais s'ils le sont, sans doute se disent-ils que
les dés aujourd'hui sont jetés et que l'on connaît à peu près l'issue finale du scrutin et que eux, sans doute, en coulisses, se projettent déjà vers les élections législatives et locales. Mais je pense que si tant est que c'est le calcul que ces partis politiques la font, c'est un mauvais calcul. Ils devraient plutôt déjà s'impliquer âprement dans cette campagne, mobiliser leurs électeurs, leur donner une orientation claire en fonction des enjeux de notre pays et prendre date pour l'avenir. Jonathan Totomkom, votre conclusion? Ce qu'il faut dire, c'est que cette élection est un tournant majeur pour notre pays. Il faut que les Gabonais s'impliquent davantage dans le scrutin qui sera organisé le 12 avril prochain. J'ai entendu les sons de cloche de certains acteurs qui appellent au boycott des élections. Je réaffirme ici pour dire que le boycott politique n'est pas une attitude responsable. Il faudrait que les Gabonais s'impliquent dans la prise de décision de l'avenir de leur pays à travers le bulletin de vote. Et donc, de ce point de vue, moi, j'invite les Gabonais à se rendre massivement aux urnes, tout en écoutant les différents candidats, en jugeant leur projet de société, leur programme de gouvernement, mais surtout en pensant à celui qui a fait en sorte qu'il y ait l'espoir. Et l'espoir a été recréé par Brice Clotaire Oligui Nguema. Et de ce point de vue, tout le monde est unanime là-dessus. Il faut lui accorder cette prime de risque qu'il a eu à prendre. Merci Jonathan Totomkom pour votre conclusion. Merci également à vous, Jean-Christian Kombila, d'être passé sur le plateau de cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout, ce sera avec le même plaisir évidemment qu'on vous retrouvera peut-être demain ou samedi pour l'ouverture officielle de cette campagne électorale. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes.